Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende et bonne année 2013 puisqu'on commence évidemment l'année du bon pied. Regardez, le Père Noël nous a fait un joli cadeau dans le Club des V ici à Bruxelles avec cette magnifique triomphe qui a fait les beaux jours de la carrière de Claude Dubois, un des grands pilotes belges des années 50-60 et qui fêtait récemment son 80e anniversaire. Alors bon anniversaire à Claude et puis nous on se régale avec cette magnifique triomphe. On va passer notre émission à nous retourner un peu sur l'année 2012 en vous proposant un petit best-of, en commençant par des événements marquants évidemment de la saison classique, quelques rallyes historiques d'un jour, ING Ardennes Roads, on va aller au Rallye des Princesses, on va se remémorer le Maroc historique ainsi que Spa Italia. C'est parti. Dans une ambiance toujours décontractée, tout en restant chic, l'ING Ardennes Roads est une épreuve de régularité réservée aux voitures de sport et de prestige construites avant 1969. Le succès de la formule est indéniable puisque cette année encore, le plateau a affiché complet avec pas moins de 140 équipages présents sur les vertes hauteurs de Spa les 21 et 22 avril. Jaguar, Austin Healey, Porsche, Rolls-Royce, Bentley, Triumph, les marques parmi les plus prestigieuses étaient représentées avec des modèles parfois mythiques. Caractéristique majeure de l'ING Ardennes Roads, l'omniprésence d'automobiles d'avant-guerre, dont une superbe Alvis Firefly de 1934. Au programme du week-end, 550 km des plus belles routes du sud du pays. Depuis Spa, les concurrents ont tout d'abord mis le cap sur Abel-la-Neuve et son prestigieux château du Pont-d'Oie pour une première halte, avant de remonter le long de la Petite Suisse vers Saint-Vith et ensuite rallier Spa. S'il est une caractéristique majeure de cette édition 2012, c'est bien la météo très compliquée, à tel point que certaines routes et autres chemins étaient transformés en véritables mares de boue, de quoi donner à l'épreuve des airs d'aventure comme au bon vieux temps. Après une première journée riche en émotions, les concurrents ont repris la route le dimanche dans les meilleures conditions, histoire de s'en mettre encore plus plein la vue et les oreilles. Fort de ce nouveau succès, l'ING Ardennes Roads a naturellement déjà mis sa 12e édition sur les rails. En attendant, les amateurs de rallye n'oublieront pas les 2 autres événements dédiés à l'automobile classique, placés sous la houlette de Jean-François de Villers, la 3e édition des 12 heures de Wii Revival, ainsi que le Ladies Classic au départ de Bruxelles, à ne surtout pas manquer. C'est depuis la ville de Vichy que les équipages de ce 13e rallye des princesses ont pris la direction de l'Ardèche. Elles abordaient aujourd'hui les premières ascensions sérieuses des monts d'Auvergne au travers d'une flore et de paysages à couper le souffle. Au menu du jour, plus de 350 km de pur plaisir qui, après un déjeuner champêtre et pittoresque dans l'écrin de verdure de l'auberge du Marliou, les emmenait tout droit vers l'école de la Chavade et du Pendu après avoir apprécié les décors enchanteurs et sauvages du parc national de l'Ardèche, déroulant pour l'occasion leur tapis jaune de genêt au parfum si envoûtant. Arrivé au lieu-dit Le Rouret, toute la caravane goûtait en fin d'après-midi à un repos largement mérité. Parti le matin de l'Ardèche pour rejoindre en fin d'après-midi le célèbre circuit du Castellet, nos belles du volant ont vécu une nouvelle journée de toute beauté, agrémentée par un déjeuner à l'ombre au bistrot Mogador, restaurant du somptueux château d'Estoublanc au cœur des Alpilles. Une escale mise à profit par Julie Gaillet, la marraine des princesses pour rejoindre le rallye. La célèbre actrice française, fraîchement revenue du Festival de Cannes, dispute les 2 dernières journées au volant de la Peugeot 203 cabriolet.
Champagne, sourire et larmes de bonheur, la principauté de Monaco, sous un soleil éclatant, a accueilli ses princesses au terme d'une merveilleuse aventure au travers des plus beaux paysages de France. C'est donc plus de 1600 km de pur bonheur et d'évasion, mais aussi 5 étapes sportives et exigeantes, tant au niveau de la conduite que de la navigation, qui ont conduit les concurrentes à Monte-Carlo. En franchissant le podium dressé au pied du fameux rocher sur l'espace Fontvieille, elles ont toutes repassé le film d'une escapade extraordinaire vécue entre filles au cours des 6 derniers jours. Les années se suivent et se ressemblent pour Elisa Noémie Laurent et Béatrice Bell sur Lancia Fulvia Zagato, numéro 13, qui prennent la première marche du podium. Nos 2 charmantes princesses, déjà couronnées l'an dernier, remettent le couvert pour signer un merveilleux doublé. Alors, jamais 203 ? Et on avait du coup plus de pression que l'année dernière où ça avait été un petit peu une surprise et finalement on a atteint notre objectif, donc on est très contents. 20 voitures au départ en 2010 pour sa première édition, 40 l'an passé au départ de Rabat. On compte un peu plus de 70 équipages pour l'épreuve de cette année. Pas de doute, le rallye du Maroc historique est devenu en très peu de temps un rendez-vous incontournable des courses historiques africaines. Le classement d'une telle épreuve historique, au moment de l'arrivée, est un vrai casse-tête. Comment en effet classer une DS 21 des années 70 et une Porsche 911 de 1985 ? Il faut donc savoir que la FIA a défini des catégories en fonction de l'ancienneté des voitures jusqu'en 1986 avec des coefficients de points. Le rallye du Maroc historique serait en train de devenir une spécialité. À l'examen de la première feuille de classement au soir de la première étape, tenant lieu de prologue, on pourrait le penser. On trouve en tête du rallye non moins de 4 équipages belges, et pas des moindres. L'étape du jour ne comportait donc qu'une seule épreuve chronométrée, histoire d'établir un premier classement avant la première journée sérieuse, ceci afin de permettre aux concurrents de découvrir le terrain. Marrakech approche à grands pas pour les rescapés du rallye du Maroc historique. Tout est encore possible du moins pour les 2 premiers, désormais séparés par 45 secondes 4, alors qu'hier, Chantrio menait les débats à 1 minute 16 d'avance. Il convient de préciser que les journées sont très longues, avec des épreuves particulièrement difficiles. Bernard Munster, devenu second, a jeté toute sa rage dans ce dernier combat et tout son grand talent d'équilibriste. Sa Porsche a tenu et cet ensemble a réussi l'exploit de coiffer son rival sur le poteau. Il a fallu attendre un bon moment, le temps de vérifier parfaitement les derniers chronos et admettre le scénario incroyable qui se présentait avant de fêter la belle victoire de Bernard Munster qui tout au long du rallye aura étalé son talent. Hier on le voyait pas et aujourd'hui pof il apparaît avec sa grande cape noire. Ah, bravo en tous les cas. La remontée est fulgurante. Comme Zorro. Difficile de savoir ce qui a pu se passer à l'intérieur de la petite Ford. Certes, Chantrio numéro 12 n'avait pas l'intention de flamber au départ de la dernière ES. Son avance d'une bonne trentaine de secondes devait lui permettre de gérer les derniers kilomètres de course. Mais il allait perdre plus de minutes sur le pilote belge Bernard Munster numéro 9 et se faire souffler le succès pour 36 secondes. Le 3e accessite revenant à l'équipage Clément Gordon numéro 26 sur leur Porsche 911 place Jama El Fna en plein cœur de Marrakech. C'est devenu au fil des ans et des éditions l'une des principales grand-messes internationales de l'automobile à l'italienne. Il est vrai que dans un écrin aussi prestigieux que le circuit de Francorchamps, Spa Italia ne laisse personne indifférent, surtout du côté des amateurs et inconditionnels de marques transalpines, de chefs-d'œuvre esthétiques et d'ambiance façon Dolce Vita. Pour sa 11e édition, l'événement mis sur pied par Jean-Pierre Magalhaes et sa fine équipe a fait fi d'une météo variable pour s'offrir un nouveau succès retentissant. Il est vrai que le thème abordé cette année était au moins aussi prestigieux que le cadre de l'événement, puisqu'il s'agissait de Lancia.
Et quoi de plus normal que cette ode à Lancia dès l'instant où on se trouve dans l'antre de la compétition par excellence. Créée en 1906 du nom de Vincenzo Lancia, la marque italienne a néanmoins dû attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale avant de s'adonner au sport automobile et voir naître un département compétition de nature à faire frissonner plus d'un irréductible. Plusieurs modèles de Lancia étaient naturellement mis à l'honneur et puisqu'on parle de compétition, la légendaire Stratos mérite à elle seule tous les éloges, d'autant qu'elle célèbre cette année ses 40 ans. Le modèle présenté était une version groupe 4.5 de 1972, il y a tout pile 4 décennies. Mais Lancia, ce n'est pas que des bolides de course. Du haut de ses 80 printemps, l'Augusta vient nous rappeler qu'au début de l'histoire, Vincenzo Lancia privilégiait de petites berlines à prix modéré, mais qui ne manquaient surtout pas de charme. À en croire les maîtres de cérémonie, la plus belle de toutes était néanmoins cette Aurelia B52 signée Vignal, un objet aussi rare qu'incroyablement réussi. Le rendez-vous est donc déjà pris au printemps prochain avec un nouveau thème qui fera forcément l'actualité. Arrivederci. Un grand classique que ce meeting Spa Italia qui rend hommage aux plus belles voitures du monde, hein, les grands tourismes italiennes, les grandes marques comme De Tomaso. Ici, nous avons une Pantera sous nos yeux. Et puis bon, évidemment, on est dans une ambiance italienne avec la Parabolica et les mythiques Ferrari P4. Alors, on va rester en Italie pour traverser la botte de part en part. Ça s'appelle le Gran Premio Nuvolari. Et là aussi, on y retrouve les plus belles voitures du monde. Le Gran Premio Nuvolari a été créé et circule le long des routes qui se croisent dans la vallée du Pô à partir de Mantoue par le passage de Sienne jusqu'à Rimini et retour. Le rallye est une véritable concentration de véhicules plus beaux les uns que les autres que vous découvrez à l'image. Une Bentley 3 litres de 1923, la Fiat 501 SS de 1924 ou cette autre Bentley Open de 1924. Toujours en 24 avec cette Buick Speedster. Une autre, une Bugatti type 35 de 1925. Une année en plus et une Amilcar Compressor de 26. Une autre Bugatti 37 de 1927. Une Amilcar cette fois de 27. La toute belle Bentley 4 litres 5 était visible en ce vendredi fin de journée au départ de la Piazza Sordello et ce en présence des autorités des villes. Riley, OM Sport 665, Up Mobile Indianapolis, Invicta ou Alfa Romeo des années 20 à 30 se sont succédés car le départ était dans l'ordre décroissant des années de fabrication. Applaudissements nourris des nombreux spectateurs pour l'Alfa Romeo 6EC, 1750 Grand Sport, des Italiens Gamberini Fabri, voiture construite de 1930 à 1932 à 213 exemplaires et dont la puissance était de 85 chevaux pour une vitesse qui approchait les 150 km/h. La caravane a donc transité pour sa première étape par le circuit de Modena et dans les plus beaux centres historiques, dans plusieurs grandes villes comme Bologne, et puis ils ont traversé les villes de Forlì, Meldola, Cesena, Sant'Arcangelo di Romagna, avec une dernière halte au circuit de Misano, atteignant le soir la Piazzale Fellini à Rimini. C'est près de 250 équipages qui y ont participé, venus de partout d'Europe et du monde, voitures d'avant-guerre, avec un itinéraire de plus de 900 km et un grand nombre de secteurs chronométrés qui ont confirmé que l'événement historique est bien la deuxième épreuve de régularité dans le monde par le nombre d'équipages et des difficultés techniques sur l'ensemble du kilométrage. Pour la dernière étape du Nuvolari 2012, les voitures ont quitté la côte pour Migliarino, Ferrara et Poggio Rusco, puis la ville de Pondanello et Casteldario, patrie du Grand Asio, pour être de retour à Mantoue en fin de journée. Beaucoup d'Européens étaient présents, tout comme ceux provenant des États-Unis, d'Angleterre, de Russie, ainsi que la participation de pilotes japonais à Mantoue. Les adhésifs couvrant les flancs des voitures anciennes et la grande réussite qui, depuis plus de 20 ans, signifiait que Audi et Eberhard & Co, marques faisant autorité italienne et internationale, ont confirmé leur présence comme sponsors officiels.
Souhaitons longue vie à ce merveilleux rallye classique et historique pour les années à venir. Fin du rallye à la place Sordello à Montou, qui se termine au temps, compensé par la victoire de Andrea Vesco et Andrea Guérin, déjà vainqueurs de l'édition de la Grande Premio Nuvolari 2010 et habitués des podiums, puisque second en 2011. Il devance l'équipage Giuliano et Lucia Galliani sur Lancia Aprilia de 1938. C'est ainsi que se termine la 22e édition de la Grande Premio Nuvolari, organisée par la Scuderia Mantova Corse en collaboration avec le musée Tasio Nuvolari et le club automobile de Mantoue. Retour dans notre club DV pour cette émission de nouvelle année. Mon cher Philippe Gratton qui nous accueille dans le Michel Vaillant Corner, évidemment, avec une actualité formidable puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la renaissance de Michel Vaillant en quelque sorte, Philippe, avec cette saison 2 dont vous êtes la cheville ouvrière. Alors parlez-nous un peu de ce projet, de sa genèse et de son lancement qui est tout récent. Mais c'est vrai que c'est un nouveau départ pour Michel Vaillant. Après plus de 50 ans et 70 albums, là on avait très envie de rafraîchir la série, de la redynamiser. Et je travaille plus seul pour les scénarios, mais avec Denis Lapierre. Et on a arrêté de travailler avec un studio, mais on a trouvé un auteur qui est Marc Bourgne, à qui on a dit on veut du très bon Michel Vaillant. On ne veut pas nécessairement de l'imitation de Jean Gratton. On a tourné cette page-là. Est-ce qu'on peut dire que vous avez, pour conclure, que vous avez en quelque sorte coupé le cordon par rapport à votre père, sachant que votre père est toujours là, bon pied, bon oeil? Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a longtemps que lui ne dessinait plus. Depuis une vingtaine d'années, j'écrivais les scénarios, mais c'est vrai que depuis toutes ces années, le studio de dessin essayait toujours de faire du Jean Gratton, mais en le faisant évoluer, voilà. Et ça, en effet, on ne prétend plus faire cela. On voulait se libérer de ça, et le principal était de faire du bon Michel Vaillant. Voilà. Et puis on en fait aussi avec les dossiers Michel Vaillant, Philippe, dont vous êtes l'initiateur, avec le dernier paru, c'est Spa-Francorchamps, de notre ami Alain Van den Abel, réunir sous la houlette de Michel Vaillant, dans le regard de Michel Vaillant, eh bien, on raconte des histoires de personnages de l'automobile ou de hauts lieux de la course, comme c'est le cas de ce spécial Spa-Francorchamps. Au lieu de la course, eh bien, on y retourne avec la suite de notre Best-of 2012. Cette fois, on va faire des tours. On commence par le Tour Auto, on va au Tour de Corse et on finira par le Tour de Belgique qui est ressorti cette année, qui a été une véritable résurrection et une belle réussite. Voilà, en route pour faire quelques petits tours. It's a wonderful car to drive. It's not hard to drive, and they're made for being driven. And it's been here in 1964. It's been winning the Tour Auto, so it was called Tour de France at that time, I think. We brought it back just for this year. Alors, il doit y avoir 230 voitures et je pense 22 nationalités, avec des gens qui viennent de très loin, puisqu'on a des gens qui viennent d'Argentine, de Colombie, de Hong Kong et puis de tous les pays européens. Comme tous les ans, l'itinéraire est renouvelé pour permettre aux concurrents de voir de nouveaux paysages, nouvelles spéciales, etc. Cassé, je pense, le pont au départ.
prévisions météo étaient très compliquées, mais on est passé pratiquement partout entre les gouttes. Le routier était très beau, de belles spéciales et très peu de problèmes, donc une grande satisfaction. Et celle-là, c'est la mienne personnellement, elle a fait le tour du monde et je voudrais bien qu'elle fasse le tour de Corse. J'ai demandé à Yvan de me trouver une voiture mythique avec un palmarès, voilà, voiture de Tony Fassina, qui faisait le championnat d'Europe et champion du monde. Plus les éditions passent et plus le Tour de Corse historique se rapproche de son objectif majeur, restaurer l'ambiance des rallyes d'autrefois. Il suffit de s'attarder dans les assistances pour vivre des moments forts entre pilotes et mécaniciens. Sur le bord des routes, le public est bien présent, toujours très enthousiaste. Pour certains, c'est l'occasion de se remémorer quelques souvenirs et pour les plus jeunes, une vraie découverte. Eh bien, il fait un temps magnifique, les spéciales sont superbes, la voiture a l'air de bien marcher. Il n'y a rien à dire, c'est top, j'espère que ça continue comme ça. Sur le port d'Île-Rousse, l'impression laissée par le parc fermé et ses 220 voitures alignées en bord de mer était forte. La Bérette va bien, j'espère qu'elle va aller bien jusqu'au bout. J'ai pris une valise dans la première, là, mais c'est de ma faute. J'accélère pas, c'est mon défaut. Et... Comme l'an passé, la boîte s'est bloquée en 4 dans la première spéciale, donc j'ai tout fait en 4e. J'étais pas content de moi, mais bon, le temps est bon, donc ça doit commencer à être pas trop mal quand même. On a fait quand même quelques modifs. Le podium de départ avait hissé très haut les couleurs de ce Tour de Corse historique. J'en pouvais plus, mais j'ai attaqué quand même. Un peu mitigé parce que bon, on a gagné les deux spéciales a priori, mais je sais qu'Eric a eu des ennuis. L'occasion de rouler comme ça sur des routes fermées avec des voitures de course, c'est pas tous les jours, faut en profiter. La victoire est revenue avec logique et brio à Philippe Gache, associé fidèlement à Nicolas Rivière. Après avoir été mené le premier jour par Eric Comas et sa Lancia Stratos, Philippe a su réagir, corriger les réglages de sa voiture pour reprendre le commandement le lendemain.
Et puis l'abandon de Comas à la voiture fragile lui a ouvert plus encore la voie d'un second succès en terre corse. Philippe a promis de revenir et de se lancer un nouveau challenge et remporter un 3e Tour de Corse historique avec autre chose qu'une 911. Une caravane de plus de 70 voitures se retrouvait à Zolder pour les opérations de contrôle technique et administratif et le rêve se concrétisait sous la houlette d'un organisateur réputé dans le milieu de la moto. C'est vrai que c'était un des éléments importants, c'était d'avoir un nom afin de créer vraiment une demande par rapport aux spécialistes de la régularité. Donc je pense qu'on n'est pas trop loin d'un bon concept. On roule en Flandre, on roule en Wallonie, on roule sur les plus beaux circuits de Belgique. Donc je pense que là on est vraiment dans le bon. Et dimanche soir, on tirera le premier bilan. Le parcours est magnifique, extraordinaire. On est passé dans des régions incroyables. Très difficile pour le copilote, mais vraiment bien. Franchement, il faudra revenir l'an prochain pour essayer de faire ça convenablement parce que là j'ai le malheur de perdre mon copilote avant-hier soir, donc malheureusement j'ai pas pu vraiment jouer devant, mais on remettra ça l'an prochain. Mais c'est magnifique. De satisfaction, il en était aussi question pour Willy Braillard et Willy Lux, du moins pour ce qui est du parcours et de l'organisation de ce Tour de Belgique. L'une ou l'autre erreur a néanmoins privé l'expérimenté équipage de toute chance de succès. C'était bien, c'était un peu conforme à ce qu'on attendait, très sportif, peu de temps de répit. C'est pas tout à fait comme à l'époque parce que l'on ne dormait pas pendant 2 nuits, mais bon, c'est quand même assez rythmé, donc sympa. Joli parcours ? Très joli parcours, oui, on n'a pas assez le temps d'en profiter. Souvent, je dis à Willy de lever les yeux parce qu'il y a de très belles choses. Mais bon, il est très occupé, naturellement. Ça a été tout juste, hein. C'était vraiment jusqu'au bout. C'était un combat de toutes les minutes, de toutes les spéciales. Et voilà, à la fin du compte, on y arrive, mais de très peu, je pense. Ainsi s'achève cette émission Voiture de légende, la première de l'année 2013. Moi, j'ai reçu mon cadeau au pied du sapin, mon cher Philippe, ce Michel Vaillant saison 2. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Michel Vaillant en 2013 ? Le 2013 est au départ ? Peut-être de réussir son nouveau grand défi, en effet. C'est pas mal, c'est pas mal. Et bien, en effet, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Nous, on se retrouve évidemment première semaine de février pour la saison classique qui va vraiment commencer, la saison hivernale, s'entend, avec le rallye Monte-Carlo historique, avec le neige et glace, et bien sûr les légendes boucles de Spa. D'ici là, portez-vous bien et soyez prudents. Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.